Édouard Philippe doit présenter devant l'Assemblée nationale le sens politique qu'il donne à cette consultation, un exercice d'équilibriste devant des députés qui attendent des propositions concrètes pour pouvoir débattre. Mais justement, il n'y aura pas de vote. Est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas de vote, vous, en tant que député? C'est une question qui peut se poser, mais qui, honnêtement, est un peu secondaire, de savoir si on va voter ou pas cet après-midi. Le vrai sujet, Cyril Viguier, c'est de savoir si on va enfin arrêter de tourner en rond. Parce que ça fait des mois mais un vote que pourrait dans cette le permettre. pauvre Assemblée nationale, une confirmation on tourne en ou pas. rond. C'est le grand débat, une espèce de blabla permanent. Bon, hier, j'ai écouté, comme vous, le Premier ministre qui dit que l'eau bout à 100 degrés, au fond. Il dit, oui, il y a une exaspération fiscale dans le pays, c'est ce que nous a appris le grand débat. Ok, d'accord. Enfin, comme député depuis maintenant 7 ans, c'est ce que tous les jours, ou presque, j'entends sur le terrain, et c'est ce que la lecture des grands indicateurs économiques et fiscaux me montre. Oui, il y a en France un excès de prélèvements obligatoires. On a le record de l'OCDE. Oui, il y a en France un excès de dépenses publiques. Oui, il y a en France un excès d'endettement public. Une fois qu'on a dit ça, et qu'on a dit que donc l'eau bout à 100 degrés, il serait peut-être temps d'agir. Et donc ce que j'attends concrètement, Oriane Mancini, du Premier ministre et du gouvernement, c'est qu'ils présentent à l'Assemblée nationale un projet de loi de finances rectificative avec un programme de baisse d'impôts et un programme de diminution des dépenses publiques. Et s'il n'a pas d'idées, on les a, puisqu'on a produit, nous les Républicains, un petit livret qui s'appelle Le temps de l'action, qui explique très concrètement ce que nous ferions. Donc c'est un débat pour rien aujourd'hui, voilà. Non, mais ça va être un débat. Mais le vrai sujet, c'est qu'il faut un projet de loi de finances rectificative, un plan de baisse d'impôts, un plan de dépenses publiques pour enfin sortir de ce marasme. Mais reconnaissez que c'est quand même ce qu'a dit Édouard Philippe hier. Baisse d'impôts, baisse des dépenses publiques. Ça va dans votre sens, ce qu'il dit. Non, mais attendez. Il y a, si j'ose dire, la couleur de l'emballage et il y a le contenu de ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, encore une fois, lorsqu'il dit il y a une exaspération fiscale, ok. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on entre dans le concret. Et allons-y. Baisse de l'impôt sur le revenu des classes moyennes. Nous proposons une diminution de 10% de l'impôt sur le revenu. Faisons-le. Il y a un sujet retraité. Nous proposons de réindexer les pensions de retraite sur la hausse des prix, parce qu'il y a aujourd'hui 2 retraités sur 3 qui ont subi en réalité une diminution de leurs revenus du fait des mesures adoptées par M. Macron. Troisième aspect des mesures que nous proposons, on propose de mieux revaloriser le travail par rapport à l'assistanat en conditionnant l'attribution du RSA à quelques heures de travaux d'utilité collective. Voilà, ce sont des mesures qu'on propose depuis des mois, depuis des années à certains égards. Faisons-le vraiment et sortons de cette espèce de débat nombriliste par lequel la majorité macroniste parle à la majorité macroniste. Sur la fiscalité, vous ne faites pas confiance à Gérald Darmanin qui vient de votre famille et qui finalement a des idées assez proches des vôtres. Non, mais ce n'est pas une question de faire confiance, pas faire confiance, etc. Il faut regarder les résultats. Ce que je constate, c'est que les dépenses publiques en 2018, elles ont augmenté. Certes, il y a une inflation de 1,8%, alors du coup, en volume, elles sont quasiment stabilisées, mais elles ont augmenté, et elles ont augmenté plus que sous François Hollande. Ça, c'est une réalité concrète. Ce que je constate aussi, c'est que le gouvernement actuel a diminué de seulement 6200 postes le nombre des fonctionnaires de l'État. C'est 10, 15 ou même 20 fois moins qu'il y a une dizaine d'années. Voilà. On nous a vendu, si vous voulez, une espèce de transformation vigoureuse de l'économie, des dépenses publiques. Et en réalité, au bout de 2 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. Et je le dis vraiment sans m'en réjouir. Je ne tiens pas un discours d'opposant systématique. Pour la France, moi, je suis assez attristé. Je suis attristé de voir qu'aujourd'hui, on a le pire déficit public de la zone euro. On fait moins bien que l'Italie. Je suis attristé de voir que le déficit commercial s'est encore creusé l'année dernière. Et je constate que la dette publique continue à croître comme une herbe folle. Sur la question des institutions, j'ai vu que vous aviez déposé une proposition de loi il y a quelques années pour la réduction du nombre de parlementaires d'un tiers, la suppression du Conseil économique et social. Vous étiez un gilet jaune avant l'heure ? Peut-être. Et le Sénat dans tout ça ? Dès 2013, vous avez raison d'être attentif, c'est un travail d'archéologie parlementaire. Dès 2013, à peine élu à l'Assemblée nationale, j'avais en effet proposé un certain nombre d'évolutions assez fortes pour redonner du muscle à la 5e République. Je crois que les choses se sont d'ailleurs considérablement aggravées depuis, parce qu'on est tombé dans une espèce de présidentialisme égocentrique qui est assez effrayant. Moi, je suis effectivement favorable à un certain nombre d'évolutions institutionnelles pour retrouver l'esprit
initial de la 5e. L'esprit initial de la 5e, ça veut dire, absolument, ça veut dire un président qui préside, en charge de l'essentiel, un gouvernement qui gouverne vraiment, qui ne se contente pas de blablater, mais qui gouverne sous le contrôle et avec le concours d'un Parlement libre et solide. Et dans ce Parlement libre et solide, il faut évidemment un Sénat. On est ici au Palais du Luxembourg. Le Sénat, sous la présidence active et intelligente de Gérard Larcher, démontre chaque jour qu'il n'est pas seulement un contre-pouvoir, mais bien un pouvoir de l'État au service des Français. Dans le débat jeudi dernier sur France 2, Jean-Christophe Lagarde a dit « Vous allez rétablir des postes frontières ». François-Xavier Bellamy a répondu « Fake news ». Alors, qui a raison? Bon, alors d'abord, parler de double frontière. Oui, cette question de la maîtrise des frontières, elle est pour nous vitale. C'est vraiment la vie du pays qui est en jeu. On pense qu'il faut définir en effet une double frontière. Ça veut dire à la fois une politique nationale de réduction de l'immigration et une coopération européenne pour arrêter l'immigration de masse. Mais quand on parle de postes frontières, moi, le Lillois, ça me parle, parce que j'ai connu des postes frontières entre l'île et la Belgique. Bien évidemment, on n'est pas assez stupide pour proposer de mettre des douaniers sur le pont de Quel à Strasbourg. Tout ça n'a évidemment aucun sens, ce n'est pas le sujet. C'est un certain nombre de patrouilles mobiles. Qui sont déjà possibles. C'est la pérennisation d'un certain nombre d'actions. C'est des fichiers de police mutualisés. C'est une organisation de Frontex qui permet à la fois de sauver des vies et de ramener vers les pays du sud de la Méditerranée des personnes qui voudraient entrer illégalement sur le territoire européen. C'est tout ça que ça veut dire. C'est pas débarbelé sur le pont de Quel, évidemment. Et je vois dans le programme également, vous prenez... Enfin, LR prône effectivement d'aller neutraliser les bateaux donc en Libye, au Maroc. Mais comment vous faites? Ce qu'on propose, c'est à l'échelle euro-méditerranéenne, en effet, un nouveau système qui impliquerait que les bateaux soient raccompagnés vers la rive sud de la Méditerranée et que sur la rive sud de la Méditerranée, on ait des centres internationaux d'accueil des migrants, d'accueil temporaire. C'est un autre système, c'est un système multilatéral très volontariste que nous proposons, qui supposerait en effet que l'Europe soit dirigée, avoir une majorité qui supposerait, en Europe, mais qui supposerait aussi que le président de la République française, là aussi, sorte des discours évanescents et se mette un petit peu au travail. Et une bonne coopération avec l'Italie aussi à ce moment-là. Mais bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs qu'Emmanuel Macron a tort d'insulter les gouvernements italiens, les gouvernements hongrois et d'autres. On a besoin en Europe de travailler de manière sérieuse avec nos partenaires européens. Je le dis pour le socialiste espagnol comme pour le gouvernement à la fois nationaliste et même parfois un peu d'extrême gauche, les deux, de l'Italie. On a besoin évidemment de travailler avec des partenaires. Moi, c'est ça que j'aimerais, qu'on ait la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, notamment, ces quatre-là, qui travaillent vraiment avec les États de la rive sud de la Méditerranée pour régler ces questions. On ne va pas traiter ça par des tweets. On doit avoir une vraie initiative euro-méditerranéenne. Pour le coup, Nicolas Sarkozy en avait une intuition il y a une dizaine d'années. Pour des tas de raisons, ça n'a pas fonctionné. Mais il est temps de reprendre ce chantier euro-méditerranéen. C'est un enjeu majeur de l'élection européenne. Un mot sur les sondages. La campagne, François-Xavier Bellamy, après une remontée, stagne dans les sondages à 13-14%. Est-ce que pour vous, La République En Marche et le Rassemblement National sont irrattrapables? Bien sûr que non. Bien sûr que non. On ne va pas s'enfermer dans un duo ou dans un duel entre d'un côté les macronistes et de l'autre ceux qui sont les tenants d'une sorte de brutalité extrémiste. Nous proposons avec Laurent Wauquiez, François-Xavier Bellamy et toutes celles et tous ceux qui sont candidats aux élections européennes sur notre liste, les Républicains, avec aussi Hervé Morin, le président des centristes, nous proposons un autre chemin. Les sondages, vous l'avez dit, ils étaient très mauvais au mois de décembre. On nous donnait à 8, c'est tout juste si on ne nous disait pas allez, prenez votre retraite, allez faire autre chose. Bon, aujourd'hui, on est à 13, 14. Moi, je suis persuadé qu'on sera au-delà. J'observe d'ailleurs que... Au-delà, c'est combien ? On ne va pas se fixer comme ça là tout de suite, mais voilà, 15, 16, 17, voilà, il faut aller au-delà. On a vocation, même peut-être encore au-delà, on a vocation évidemment dans les semaines qui viennent à montrer aux Français qu'on a des propositions. On n'est pas condamné à subir les incantations de M. Macron ou le discours quand même hyper dangereux de ceux qui plus ou moins sont partisans du Frexit.